mes efforts en 1991 à Prague, parce que j'ai visité Prague 2 ans après la révolution Velvet, je ne sais pas comment on dit Velvet en français, et, euh, et tout le monde a dit que le capitalisme a triomphé. Et moi, j'ai pensé même à ce moment-là que ce n'était pas le capitalisme qui a triomphé, mais c'était l'équilibre qui a triomphé, en sens que les pays européens de l'Est étaient mal équilibrés en faveur du secteur public. Et par contre, dans l'Ouest, où les liberal democracies, entre guillemets, dans l'Ouest, nous étions pas mal équilibrés entre 3 secteurs, pas 2, comme vous comprenez, public-private plural. Mais le fait qu'on a confus cet événement a laissé les liberal democracies surtout pencher vers un autre inéquilibre, c'est-à-dire en faveur du secteur privé. Et les deux grands démocraties libérales, les États-Unis et le Royaume-Uni, sont, à mon avis, les plus avancés en sens inéquilibre, ou je peux dire dans un autre sens, la démocratie libérale comme telle est morte en certain sens, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts privés qui ont trouvé des moyens pour manipuler le système. Et le résultat était soit ce qu'on voit aux États-Unis, en Angleterre surtout, en d'autres pays aussi, ça veut dire qu'ils penchent trop, beaucoup trop, vers le secteur privé. Et moi, je suis un amateur du secteur privé, mais je suis un amateur des 3 secteurs en équilibre, où les gens réagissent en certains pays, comme en Venezuela ou en Turquie, je ne sais pas où, en Turquie et beaucoup d'autres pays. Ça veut dire qu'ils vont vers, ou en Hongrie, en Pologne, où ils vont vers le secteur pluriel. Ça veut dire populisme. Populisme est une autre forme de mal équilibre, parce que le secteur pluriel n'est pas tous les bonnes choses, mais on peut être mal équilibré en faveur du secteur pluriel. En Turquie, on peut dire que ce sont les intérêts communautaires religieux qui dominent. En Hongrie ou en Venezuela, ce sont les ouvriers ou certains ouvriers qui dominent, ou le représentatif domine, etc. Et même aux États-Unis, Trump était élu par des gens qui ne sont pas des amateurs du secteur privé, mais les amateurs de eux-mêmes, ou les amateurs de leur communauté en sens étroit. Et ça, c'est le monde où on vit, où presque tout le monde vit maintenant. Je dis presque tout le monde parce qu'il faut ajouter qu'il y a certains pays qui sont très bien équilibrés toujours, à mon avis. Peu, mais certains. Et la plupart sont tellement petits, comme le Danemark, comme Nouvelle-Zélande, comme tous les pays scandinaves, la Suisse, etc. Peut-être le plus grand pays, à mon avis, assez bien équilibré, c'est l'Allemagne. Euh, euh, le Canada, pas mal, le Japon, pas mal, etc. Mais de moins en moins, en sens que certaines, comme l'Hongrie, devenaient très mal équilibrées et d'autres continuent à pencher vers le secteur privé. Les forces du secteur privé sont très, très fortes. La puissance du secteur privé. Et quand on parle de globalisation, par exemple, on parle d'une forme de globalisation, ça veut dire économique. Et vous, qui venez des pays d'Afrique,
peut-être connaissent ça mieux que les autres gens d'Europe ou de Canada. Mais on est face à des problèmes assez sérieux ces jours-ci. Et il faut trouver notre moyen et c'est pourquoi j'ai écrit et je continue à travailler sur Rebalancing Society. Juste un dernier mot. Si vous êtes confortable en anglais, dans votre ordinateur, vous pouvez voir sur mintzberg.org, c'est mon site, juste mon nom, mintzberg.org. Vous allez voir la couverture de bouquin, Rebalancing Society. Et sur cette couverture, vous allez trouver quelque chose qu'on a fait depuis la publication du livre, une déclaration de notre interdépendance que j'ai fait avec 8 autres personnes, qui est un genre de mission statement, disons, pour rééquilibrer la société. Il y a une table qui décrit, ça vous avez utilisé déjà, et il y a une map, une carte qui montre quelque chose. Et en bas, quelque chose de peu nouvelle, c'est un genre de schéma qui monte de mal équilibre vers l'équilibre et tout va d'une à l'autre. Peut-être je m'arrête là et on peut peut-être jaser, comme on dit au Québec, un petit peu. Alors, on va commencer. Mais Nour, vous avez la première question. Go for it, Nour. Allô, Nour. Unmute, voilà. Oui. Bonsoir tout le monde. La première question après l'élection de Biden serait, est-ce que ce serait possible de rendre très contraignant la sortie des accords de Paris? On a vu ce que ça a provoqué la sortie des États-Unis des accords de Paris lorsque Trump a été élu. Biden veut revenir et on a vu que les autres pays finalement n'ont pas voulu quitter les accords de Paris. Donc, il faudrait faire cette proposition à Biden. Si c'est possible de quitter, c'est possible aussi de rendre contraignant de quitter. Oui, vous parlez de la réunion L'accord à de Paris. Paris sur le climat. Oui, sur le climat, ok, oui, je comprends. Mais c'est intéressant parce que c'est la même chose partout un petit peu. Soit Bolsonaro avec l'Amazon, ou soit Hongrie, ou soit il y a beaucoup de gens qui quittent en sens officiel ou inofficiel, ils quittent les accords, cet accord. C'est évident que Biden veut tout de suite rentrer dans l'accord. Mais moi, j'ai des problèmes avec l'accord. Je veux dire quelque chose. Ce qu'on a aujourd'hui, ce sont les gouvernements qui sont élus pour 4 ans, qui font des plans pour 30, 40, 50 ans. Mais ils sont à la porte en 4 ans, souvent. Et si un gouvernement qui sont d'accord, comme comment est-ce qu'on dit, Obama, est suivi par quelqu'un comme Trump, tout est fini. Pour moi, ce n'est pas une question de plan. Je m'en fous des plans. Il s'agit d'action. Ne me dites pas ce que vous allez faire dans 5, 10, 20, 25 ans. Dites à moi ce que vous allez faire aujourd'hui, tout de suite. C'est tout ce qui compte, parce que vous êtes là pour 4 ans et c'est tout.
c'est ironique en certain sens parce que les autocrates peuvent rester pour 40 ans. Et s'ils sont d'accord, ça peut être mieux. Mais on ne veut pas avoir ce genre de gouvernement. Mais la démocratie dit que easy come, easy go, facile à venir, facile à départ. Puis, on a besoin de plus qu'on avait à Paris, beaucoup plus. On a besoin d'actions actuelles, c'est ce qu'on a besoin. Merci. Prochaine question, Hugo de Kiak. Vous pouvez demander votre question, s'il vous plaît. Oui, bonsoir tout le monde. Une question par rapport à un sujet d'actualité, bien sûr, dont on entend parler depuis maintenant plusieurs mois. Qu'est-ce que, d'après vous, le Covid-19, la crise du Covid-19, nous apprend sur l'équilibre de notre société et peut-être comment envisager cette période assez instable comme une manière de rééquilibrer notre société? Your thoughts about that? C'est intéressant parce que il me semble que les pays les plus équilibrés, comme Danemark, comme Nouvelle-Zélande, comme le Canada, avec l'exception de la Chine, on agit mieux que les autres. Je veux dire que la Chine a réagi bien aussi et n'est pas équilibré, c'est toujours un pays communiste, mais à part de ça, les pays qui ont le grand succès sont souvent les pays qui sont pas mal équilibrés. Pour moi, pendant une pandémie comme ça, on a besoin de gouvernement pour protection. On a besoin des entreprises pour fournir nos besoins, comme des gants, comme des masques, tout ça. Et on a besoin de secteur pluriel, ça veut dire des communautés, de fournir notre support, notre engagement. Et dans les pays qui marchent bien, tous les trois sont comme ça, mais ils travaillent ensemble. Moi, depuis longtemps, j'ai questionné toujours le leadership parce qu'on met beaucoup trop d'efforts sur le leadership. Comme le Great One va venir nous agir comme notre sauveur, comme un savior. Ils vont sauver tout le monde. Je n'étais pas un amateur de leadership tout seul. Parce que pour moi, leadership management, communauté chips, ils vont tout ensemble. Ils doivent aller tout ensemble. Mais ce que la pandémie a montré, c'est que le leadership compte énormément. Les trois pays qui ont les pires, parmi les pires comme leaders, les trois personnes ont détruit leur société. Je parle de Bolsonaro au Brésil, par rapport à la pandémie surtout. Je parle de Bolsonaro au Brésil. Je parle de Johnson en Angleterre, au Royaume-Uni, Grande-Bretagne, et je parle de Trump aux États-Unis. Puis on voit, à mon avis, l'effet de l'équilibre. Ces trois leaders sont très à droite, mais ce n'est pas une question de politique droit ou gauche. Ce n'est pas une question, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une certaine ouverture à tous les secteurs d'une société. Et la prochaine question à Jean-Claude Plot. Oui. Ce que je voulais vérifier, c'est l'élection aux 4 ans. Est-ce une bonne formule, une mauvaise formule pour des périodes fixes? Comment est-ce qu'on peut sortir justement de ce modèle-là? Puis on regarde un peu ce qui s'est passé aux États-Unis avec le bloc du 4 ans. Comment est-ce qu'on pourrait sortir d'une situation difficile en dehors d'une élection à période fixe? En dehors d'une élection à période fixe ou à date fixe. Là. Je suis d'accord en certain sens. Il faut des élections parce que, comme Churchill a dit, c'est le pire de tous les systèmes, sauf tous les
option. Mais il faut repenser l'aspect de démocratie. Moi, je me demande toujours quelques questions, mais une surtout. Où sont les vrais leaders? Où sont les gens, leaders en sens de, comment qu'on dit en Afrique du Sud, Nelson Mandela? Chaque pays a des gens comme Nelson Mandela. On ne peut pas dire que parmi 340 millions d'Américains, il n'y a aucun Nelson Mandela. Il y a beaucoup de Nelson Mandela, mais soit il ne se présente pas, ou soit il n'arrive pas. Je crois que Obama était pas mal en ce sens. Biden est OK, correct, mais pas un grand changeur. À mon avis, il ne va pas changer des choses énormément. Pour l'instant, c'est mieux pour les États-Unis, mais éventuellement, les États-Unis doivent sortir, comme vous avez utilisé le mot, doivent sortir de pagaille où ils se trouvent. Mais comment on peut... c'est intéressant. Si vous voyez l'Économiste, le journal, le magazine, l'Économiste, ils font chaque 2 ans, je crois, une liste de tous les pays en 4 catégories de démocratie. Les vraies démocraties, les démocraties, les flawed démocracies, les démocraties qui ont des problèmes, des hybrides et des autocraties. Il y a 22, si je me souviens bien, il y a 22 pays dans la première catégorie, 22 pays dans le monde entier. Les 8 ou 10 premiers ont moins de 10 millions de personnes. Comme j'ai mentionné, Danemark, Nouvelle-Zélande, la Suisse, etc., ils ont moins de 10 millions de personnes. Le premier grand, entre guillemets, pays, c'est le Canada avec 35 millions. L'Allemagne un peu plus bas avec, je ne sais pas, 80, je crois. Mais l'Allemagne est le plus grand parmi les 22. Ça veut dire que presque 5% de la population mondiale vivent dans les vraies démocraties. 5% de la population mondiale. Les États-Unis est dans la deuxième catégorie, la Chine en bas, l'Inde dans la deuxième catégorie aussi, démocratie, mais pas fait, etc. Il faut repenser. Si vous voulez la solution, je m'excuse. Je suis trop occupé par la pandémie. En certain sens, je rigole, mais en certain sens. Mais c'est parmi les choses qu'il faut absolument adresser, qu'il faut absolument discuter et trouver un autre moyen. Je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Merci. Prochaine question, Pascal Bovy. Très bonne question. Ça va lui faire penser, professeur Mintzberg. Oui, bonjour. Ma question est liée à votre idée que, par exemple, la Suisse et Danemark sont des sociétés bien équilibrées. Mais en même temps, si on prend la Suisse, c'est quand même une société qui est assez fermée. Quand je prends, par exemple, un ancien collègue qui était allemand, il travaillait déjà des années, il habitait dans un petit village et c'est assez compliqué de se faire voter par en fait, le village pour avoir le passeport suisse. Et même si tu, après, vas déménager entre villages et tu recommences le processus entier. Un autre exemple, une femme néerlandaise, une fois, elle s'est plainte de beaucoup de bruit à cause des cloches autour des vaches. Et là, elle a eu beaucoup de problèmes de se faire intégrer. Donc, est-ce que, après, c'est un juste équilibre si vous prenez ça comme une société équilibrée? Je crois que l'équilibre est le grand problème. Il y a beaucoup d'autres problèmes dans tous les pays. Tous les pays ont des problèmes, même en Danemark et ailleurs. Tous les pays ont leurs propres problèmes. Mais je ne trouve pas la Suisse un pays affreux ou un pays difficile. Une de mes dernières visites l'année dernière, je crois que
c'est peut-être l'année dernière, était en Suisse pour qu'est-ce qu'on a passé 2 semaines, je crois, 10 jours, quelque chose comme ça, avec beaucoup d'opportunités. On a fait une retraite en haut, on a pris un téléphérique et on a jasé pendant 2-3 jours en haut avec moi et tout, c'est près de Saint-Gallen, avec tous les autres étaient suisses. Et j'avais beaucoup d'informations. C'est un pays très communautaire, très, très, très communautaire. Avec les cantons, quelques-uns sont tout petits, 50 000 personnes, certains cantons. Ils sont tout petits. Et ça pose des problèmes, évidemment. Quand communauté est forte, les outliers, les exceptions ont beaucoup de problèmes. Moi, j'ai vécu une année dans la vallée de Joux en Suisse, pas en France, mais en Suisse. Et j'avais l'impression que si ma voiture était sale, on va me poursuivre pour ça. C'est un peu comme il faut être correct. Mais la France est pareille en certain sens. Il faut être correct en France, dans d'autres sens. Et tous les pays ont leurs caractéristiques, je crois. Est-ce qu'on pourrait donc dire que pour avoir un certain équilibre, il y a un certain besoin de fermeture de ta société? Non, pas nécessairement. Je ne trouve pas le Canada fermé du tout. C'est un pays pas mal équilibré malgré les grandes pressions des États-Unis. Pas direct, ce n'est pas des pressions directes. Les Américains ne disent pas ce qu'il faut faire au Canada, mais on suit les Américains. Toute notre frame comparaison était toujours par rapport des Américains. Et malgré ça, nous sommes tellement équilibrés. Par exemple, on a un système de santé qui est peut-être plus loin que la France, parce qu'en France, on paye un certain pourcentage. Chez nous, on ne paye rien du tout, zéro. On paye pour les médicaments, mais moi, j'avais une grande intervention et j'ai payé 2,50 $ parce que j'avais une télévision dans ma chambre. Et c'est tout. J'ai payé zéro. La France est formidable en santé, mais le Canada, pareil. Puis on a, et le Canada est peut-être le pays le plus ouvert au monde des immigrants. Je n'ai pas vu les chiffres, mais je suis presque sûr qu'il ne peut pas avoir un autre pays dans le monde entier qui est plus ouvert aux immigrants que le Canada. Puis, ce n'est pas nécessaire d'être grâce à Mme Merkel, l'Allemagne était aussi ouverte aux immigrants, aux gens qui, pas immigrants, mais les gens qui, comment est-ce qu'on dit, les gens qui ont essayé de... Réfugiés. Oui. Merci. Oui, ce n'est pas nécessaire, c'est la Suisse, mais la Suisse était toujours un peu comme ça, mais ils voient la citoyenneté comme un cadeau, comme un prix. On a... et ils protègent ça. J'ai entendu une histoire d'une femme qui a vécu à Suisse, qui a pris un téléphérique et elle a regardé et elle a dit, oh, c'est si joli, malgré le fait qu'il est plein de Suisses. Elle a dit ça. Et 20 ans plus tard, elle a fait une demande de citoyenneté et elle a été refusée parce que quelqu'un qui a entendu cette commande l'a mis dans son dossier. Tout le monde est policier. Ouais. Oui, si tout le monde est honnête, c'est pas mal si tout le monde est policier. Mais... Merci. Joanne Dussat, très bonne question aussi. Bonjour, moi je suis vraiment plus sur le plan personnel, donc en lien avec la session qu'on vient de faire, justement pour porter le flambeau du renouvellement. Est-ce que vous avez quelques idées d'actions individuelles à fort impact dans lesquelles on pourrait s'engager à court terme?
C'est intéressant parce qu'hier, on avait une session pareille, mais en anglais. Beaucoup moins de monde, mais c'est plus populaire en français, en certain sens, ou grâce à Xavier en France, peut-être on a beaucoup de personnes de la francophonie. Mais moi, j'ai pas. Vous avez vu l'Irene questionner. Qu'est-ce que je peux faire? Je veux agir. Qu'est-ce que je peux faire? Et hier, j'ai décidé que peut-être plus important, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Où est-ce que je peux commencer? Je crois qu'on commence devant le miroir en disant qu'est-ce que je fais normalement? Est-ce que je suis parti de problème ou parti de solution? Si je ne suis pas parti de solution, je suis parti de problème. Qu'est-ce que je peux faire? Deuxièmement, qu'est-ce que moi je peux faire toute seule immédiatement? Je peux aller dans le frigo et je peux prendre quelque chose que j'avais l'intention de jeter dans la poubelle et manger ça ce soir. Ça veut dire de recycler quelque chose. Juste faire quelque chose. On peut faire toutes sortes de choses. Il peut y avoir quelqu'un dans la rue qui si vous êtes suisse et vous avez un voisin qui est qui n'était pas accepté, allez voir, dire bonjour, créer la communauté, encourager la communauté. Et après, ça va de miroir à soi-même, à nos communautés. Les changements doivent commencer dans nos communautés. On ne peut pas changer le monde par nos leaders, pas de tout. Sauf il y a des leaders en bas, mais je parle de leaders officiels, nos autorités. Nos autorités ne vont pas changer ça. Ils vont changer quand ils sont forcés par nous dans les communautés. Le modèle que j'aime beaucoup actuellement, et j'ai des blogs, je fais mintzberg.org/blog, j'ai des blogs sur le référendum, pas le référendum, le Martin Luther King, la réformation. Pour moi, la réformation est un modèle. Pourquoi? D'abord, comment s'appelle? King, Martin Luther King. Martin Luther était une moyenne. Il n'avait aucun poste d'autorité. Il était un moine, OK? Tout. Mais il se plaignait contre le pape et l'Église en général, qui était très corrompue à l'époque, OK? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous connaissez l'histoire peut-être, mais il a écrit 95 thèses sur une feuille de papier qu'il a mis sur la porte d'une église. Une église. C'était pas Rome, c'était une église. Mais ce qui se passe était très intéressant. Il utilisait le vocabulaire actuel. Et il s'agit de social media, les médias sociaux, qui a amené son feuille de papier viral. Du tout, pas du tout, mais littéralement. Qu'est-ce qui était le truc social, le média social à l'époque? C'était le printing press, le truc qui imprime les feuilles. C'était nouveau. C'était nouveau. Juste comme Internet était nouveau de notre période où Zoom est nouveau. Le printing press était nouveau. Et ces étudiants n'ont pas discuté avec lui. Ils ont pris le feuille, ils ont imprimé plusieurs copies, beaucoup de copies, et ils ont mis par tous les villages autour. Et dans quelques semaines, ces idées devenaient virales. C'est un modèle formidable. Ça commence quelque part, ça prend une inertie, un momentum, une force, et spread, how do you say spread? Ça passe partout. C'est ce qu'on a besoin actuellement.
Parce qu'on est face à une corruption qui est pire en certain sens que ce que le pape a fait à l'époque. Merci. Je vais passer à une autre question sur un autre sujet. Est-ce que Zusufu Meite, est-ce que vous pouvez demander votre question? D'accord. Bonjour, je suis Zusufu de la Côte d'Ivoire. On m'entend? Oui, parle un peu plus fort si Oui, c'est je possible. suis Youssoufou de la Côte d'Ivoire. J'ai posé une question sur le rééquilibrage planétaire entre les pays. Est-ce que les pays riches ont intérêt, où est-ce que on pourrait situer l'intérêt des pays riches dans le rééquilibrage? Et est-ce que la compétition, qui est une situation normale entre les humains et même entre les pays, quel est le lien entre le rééquilibrage et la compétition? Est-ce que ces deux notions sont compatibles? Si on parle un économiste va dire que la compétition est formidable. On a besoin de compétition. Je suis d'accord jusqu'à un certain point. La compétition est bien dans les affaires, etc. La compétition entre les pays qui ont des bombes nucléaires n'est pas du tout, n'est absolument pas du tout acceptable. Puis ça dépend où on a la compétition, etc. Mais moi, je dis, je viens de faire un petit, pas moi-même, mais une amie, Sergei, elle vient de faire une petite vidéo sur le Nobel prix, le prix Nobel en économie, parce qu'il n'y a pas un prix Nobel en économie. C'est complètement fausse. Complètement fausse. Et moi, je dis, si vous voulez changer ça, et si vous entendez un économiste qui a dit qu'il n'y a pas de bénévolence, on dit, bénévole, je crois, volontaire, mais bénévolence, si vous entendez un économiste qui dit tout est compétition, il n'y a pas coopération, je vais vous demander de lui demander qu'est-ce qu'il a comme maire. Okay. Est-ce qu'il a une mère qui n'était pas bénévole? Est-ce qu'il avait une mère qui n'était pas coopératif malgré too bad for you? Puis, on a besoin de compétition, mais il faut être équilibré par coopération. Si on prend les trois secteurs, le secteur pluriel pour l'engagement, le secteur privé pour la compétition, le secteur public peut-être était pour coopération. Non, c'est pluriel qui est pour coopération, le secteur public était... je peux faire un vocabulaire comme ça. Je suis un consommateur, un individu dans les marchés. Je suis un citoyen dans le gouvernement où on a des besoins collectifs au lieu d'individuels. Et je suis un membre de mes communautés où je m'engage avec d'autres personnes comme moi. Et équilibre, ça aussi équilibre ces trois facteurs aussi. On ne peut pas accepter un monde purement compétitif. Et merci. J'aimerais demander une question à Professeur Mintzberg pour lui donner une chance à partager une passion. Professeur Mintzberg, est-ce que tu peux nous partager un peu, c'est quoi les petits morceaux de bois en arrière de toi, en haut? C'est dommage, Phil, tu me devais me donner un avis parce que je suis en bas et les mails sont en haut. Mais je ne mange pas en haut, mais je collectionne ce que j'appelle des attendez, je veux... Ça, c'est... comment je mets... Est-ce que vous voyez ici? Oui, on voit très bien.
J'ai plusieurs, mais les meilleurs sont en haut. Ici, on a une ou deux qui sont particulièrement intéressants. Est-ce que vous voyez? Oui. Regardez, Oui. parce que chaque morceau était coupé par des castors. Chaque morceau. Moi, je l'ai pris comme je l'ai trouvé. Je ne fais rien. Je nettoie, c'est tout. Mais chacun était coupé. Et moi, pour moi, parce que c'est un bon moment, c'est ça plus petit, j'appelle ça communauté. tout à part et tout lié. J'ai beaucoup d'autres. Si vous venez d'Australie, vous pouvez apprécier ça. On a ça. J'ai beaucoup. Bon. Un autre temps, on peut faire une... moi, je voulais avoir une comment est-ce qu'on dit, un événement, une exposition pour montrer tous les trucs de castor. Mais je crois qu'il faut être visuel dans la maison. Je peux faire un tour avec un téléphone et tout ça. Merci, Henry. Merci, Henry. Alors, on va finir très bientôt. Alors, je veux demander à Henry si vous pouvez partager un peu quelques mots pour la fin de cette session. Un peu de some of your wisdom for us. Where do we go next? Yeah. Ici. Where do we go next? C'est ici. En sens que il me semble que c'est un modèle. On a un modèle devant tout le monde. Aujourd'hui, actuellement, on a un modèle de coopération internationale. On a un modèle des gens qui s'intéressent à agir pour sauver la planète et pour sauver nos enfants, nos petits-enfants, nos enfants, notre hérédité. Et peut-être je vais finir en disant, en remercier Phil qui a fait et Warren qui a fait ces événements. C'est formidable. Moi, j'ai jamais pensé à ça, mais il y a plusieurs années, Phil m'a demandé comment elle peut entraîner ses managers et Coaching Ourselves était le résultat. Et plus tard, quand j'ai commencé à travailler plus avec Rebalancing Society, Phil devenait mon first follower, mon plus grand spotter, plus grand bénévole, ou je ne sais pas comment on dit le mot qu'il faut. Oui, merci Phil et merci tout le monde parce que on va réussir. Merci, Henry. Et peut-être, je peux demander, Xavier, si vous êtes là, est-ce que vous pouvez partager quelques mots pour finir la session? Eh bien, un grand merci à tout le monde et pour votre implication, pour les discussions avec Henry aussi. Et puis, on voit, et je pense que du moins, c'est ce qu'on a pu voir dans mon groupe en tout cas, comme le dit Henry, c'est maintenant et on va y arriver. C'est sûr que beaucoup de gens critiquent parce qu'on pense différemment, on fait différemment, mais c'est bien ici et maintenant que ça se passe. Donc, merci pour tout et merci pour votre implication et puis on continue comme ça. Et puis surtout, merci Xavier, merci beaucoup Xavier. Merci. Et puis surtout, on continue aussi pour la suite. N'hésitez pas, on ne va pas laisser des mots, il faut qu'on reste en contact, il faut qu'on continue à construire des projets, donc n'hésitez pas à nous contacter et puis on avance dans ce projet et dans l'action. Merci, professeur. Merci, professeur Mintzberg. Merci, Xavier. Merci tout le monde pour votre temps, pour votre engagement dans ce projet. Je vais juste très rapidement pour vous dire, c'est quoi les prochaines étapes?
Premièrement, on a tous les sticky notes que vous avez créés pour nous autres dans les Google Jamboard. On a un collègue ici, Alex, qui travaille avec Professeur Mintzberg et l'Université de McGill. Il va faire une analyse de tout ça et de toutes les autres sessions qu'on fait pour commencer à comprendre les trends, les pensées, les grandes choses comme ça. Ça, c'est une étape. Une autre étape, c'est que on va lancer un type de programme rééquilibrer la société, c'est-à-dire plusieurs sessions comme ça, une après l'autre, pour qu'après une session comme ça, on peut se rencontrer encore et commencer à travailler sur peut-être un travail de consultation amicale, c'est-à-dire aider les uns et les autres à faire les actions qu'on a décidé de faire. Alors, on va vous lancer des courriels pour parler de tout ça après. Et certainement, je vais vous envoyer tout le monde un courriel avec le beau groupe selfie qu'on a créé aujourd'hui. Et on va créer un PDF avec tous les Jamboards pour que vous avez ça dans votre ordinateur. Alors, je vous remercie tout le monde beaucoup. Faites une très belle soirée, un très bel reste de la journée et on va se revoir. Bye bye tout le monde. Merci, merci, merci. Bye bye, everybody. Ciao, ciao. Merci beaucoup, tout le monde. Ciao, ciao. Bye. Bye, everybody. Thank you. Merci, merci tout le monde. Vraiment. Merci bien, merci bien. Ciao, tout le monde. Merci bien. Merci bien, à la prochaine. Oui. Merci bien. Merci bien. Merci bien. Merci à tout le monde. M. Konaté, je vous envoie un message. Bye, tout le monde. Merci.